Maman a oublié le cadeau de mon fils, alors que les enfants de ma sœur en ont eu des tas. J'ai remonté la fermeture éclair de la veste de mon fils, et nous sommes partis sans un mot. Le lendemain, je les ai retirés de la fiducie. 20 minutes plus tard, papa appelait, il avait besoin de 4200 €. Le soir, j'avais 47 appels de maman. Ma sœur, Miranda, a 2 ans de plus que moi. Ayant grandi dans la banlieue de Philadelphie, elle était l'enfant chéri de la famille, d'une manière qui est devenue presque comique, une fois que j'ai eu assez de recul pour le voir clairement. Pour son 16e anniversaire, Miranda a eu une Mustang toute neuve. Moi, j'ai reçu une Honda Civic de 10 ans, que notre père avait achetée lors de la vente de succession d'un collègue. Les études universitaires de Miranda, dans une université privée, ont été entièrement financées par nos parents. Moi, j'ai eu 3 emplois pour compléter ma bourse partielle dans une université d'État. Le mariage de Miranda, il y a 5 ans, a été une affaire somptueuse à laquelle mes parents ont contribué à hauteur de 40 000 €. Quand Gareth et moi nous sommes mariés, il y a 8 ans, ma mère m'a tendu une enveloppe contenant 2 000 € et m'a dit qu'ils étaient alors dans une situation financière différente. Le fait est qu'ils n'étaient pas dans une situation financière différente. Mon père, Raymond, est un chirurgien orthopédiste à la retraite, et ma mère, Claudia, vient d'une famille riche, dont la fortune a été accumulée dans l'immobilier commercial dans les années 1960. Ils vivent dans une maison de 7 chambres, dans le quartier le plus cher de notre région. La situation financière différente n'était que l'excuse qu'ils avaient répétée. J'ai cessé d'attendre l'égalité aux alentours de mon 25e anniversaire. Ce que je n'ai jamais cessé d'attendre, c'était une décence humaine de base. Gareth et moi avons un fils, Wesley, qui vient d'avoir 7 ans en octobre. Il est la lumière de toute mon existence, un enfant curieux et doux qui aime les dinosaures, construire des structures Lego complexes, et m'aider à préparer le dîner tous les soirs. Miranda a 2 enfants avec son mari, Quentin, une fille de 9 ans nommée Paige, et un fils de 6 ans nommé Oliver. Mes parents ont toujours été plus impliqués avec les enfants de Miranda. Ils assistent à chaque match de football, chaque pièce de théâtre de l'école, chaque fête d'anniversaire. Ils ne sont venus qu'à 2 événements de Wesley au cours des 3 dernières années, les 2 fois parce que je les avais essentiellement suppliés de venir. Encore une fois, j'avais fait la paix avec ça, ou du moins, je le pensais. L'année dernière, ma vie professionnelle a subi une transformation importante. Je travaille dans la recherche pharmaceutique et, après 12 ans à trimer à un poste de niveau intermédiaire, j'ai été promu vice-présidente du développement clinique dans mon entreprise. L'augmentation de salaire était substantielle, mais plus important encore, le poste était accompagné d'actions qui devenaient acquises sur 4 ans. Je ne suis pas riche à l'extrême, mais pour la première fois de ma vie, j'ai une véritable sécurité financière, et même plus. Il y a 6 mois, je me suis assise avec mon avocat spécialisé en succession, Maître Harrison, pour créer une fiducie pour l'avenir de Wesley. Au cours de cette conversation, j'ai pris une décision qui me semblait juste à l'époque, j'ai ajouté mes parents comme bénéficiaires secondaires. S'il arrivait quelque chose à Gareth et à moi avant que Wesley n'atteigne l'âge adulte, mes parents recevraient une somme importante pour l'aider à l'élever. Nous parlons de près de 700 000 € en valeur actuelle, avec des projections de croissance considérables au cours de la prochaine décennie. J'ai parlé de cet ajout à ma mère lors d'un appel téléphonique en septembre. Elle a pleuré, a dit que cela signifiait tout pour elle, et a promis qu'elle serait toujours là pour Wesley. Je l'ai cru. Je voulais désespérément la croire. La veille de Noël est arrivée, froide et grise, le genre de journée d'hiver en Pennsylvanie où les nuages sont si bas qu'ils semblent appuyer sur les toits. Nous sommes allés en voiture chez mes parents vers 15 heures. Wesley vibrait d'excitation depuis des jours, comme seuls les enfants peuvent le faire avant Noël. Il avait écrit une lettre au Père Noël pour demander un ensemble Lego spécifique, celui du Grand Musée des Dinosaures, avec plus de 1000 pièces, et Gareth et moi l'avions déjà caché dans notre sous-sol, emballé et prêt pour le matin de Noël. La maison était magnifique lorsque nous sommes arrivés dans l'allée circulaire. Ma mère a toujours eu un goût impeccable pour la décoration, et cette année ne faisait pas exception. Des milliers de lumières blanches couvraient l'extérieur et, à travers les fenêtres, je pouvais voir le sapin de près de 4 mètres qu'un service professionnel avait décoré en argent et en or. La famille de Miranda était déjà arrivée. Je pouvais voir la BMW de Quentin garée près du garage, celle que mes parents leur avaient offerte à Noël dernier comme mise à niveau du véhicule familial. Nous sommes entrés par la porte de côté, comme toujours, Wesley serrant un sac de cadeaux qu'il avait aidé à emballer pour ses grands-parents, sa tante, son oncle et ses cousins.
il avait dépensé son propre argent de poche pour une petite figurine de pingouin en cristal pour ma mère, parce qu'elle avait un jour mentionné qu'elle aimait les pingouins. 7 ans, et déjà plus attentionné que des personnes 3 fois son âge. La scène dans le salon m'a laissé sans voix. Sous ce magnifique sapin se trouvait une montagne de cadeaux qui aurait fait paraître modeste la vitrine d'un grand magasin. J'ai compté rapidement dans ma tête, une réaction automatique, et j'ai estimé au moins 30 boîtes emballées, en plus des gros articles qui étaient là, non emballés, avec des nœuds élaborés, une trottinette électrique rose, une installation de console de jeu avec plusieurs manettes, une coiffeuse pour enfants avec un vrai miroir et des lumières fonctionnelles. Les enfants de Miranda déchiraient déjà leurs cadeaux désignés par leur grand-mère, car ma mère a pour tradition de laisser les enfants ouvrir un cadeau la veille de Noël. Paige a poussé un cri de joie devant une collection complète de poupées American Girl, 5 poupées avec des tenues et des accessoires assortis. Oliver a arraché le papier d'une voiture télécommandée que j'ai reconnue dans le magasin de jouets comme coûtant près de 400 €. Wesley m'a tiré la main, les yeux écarquillés, absorbant le spectacle. Je sentais son excitation comme une chose physique, cette supposition innocente que quelque part dans ce tas, quelque chose de spécial l'attendait. Ma mère est sortie de la cuisine, vêtue d'un pull en cachemire rouge et de boucles d'oreilles en perles. Elle a d'abord serré Miranda dans ses bras, puis Quentin, avant de se pencher pour étreindre Oliver et Paige avec un enthousiasme de grand-mère théâtrale. Wesley a couru vers elle les bras ouverts. Elle lui a tapoté la tête 2 fois et a dit « Bonjour, mon chéri », avant de passer devant lui pour commenter le pull que portait Miranda. J'ai regardé les bras de mon fils redescendre lentement le long de son corps. Nous nous sommes installés dans le rythme maladroit de la soirée. Mon père, Raymond, est sorti de son bureau, m'a fait une demi-étreinte distraite, et a immédiatement engagé une conversation avec Quentin sur les portefeuilles d'investissement. Garrett a essayé de faire la conversation avec Miranda, qui répondait par monosyllabes tout en faisant défiler son téléphone. Wesley s'est assis par terre près de ses cousins, les regardant jouer avec leurs nouveaux jouets sans être invité à se joindre à eux. Vers 18 h, ma mère a annoncé qu'il était temps pour le traditionnel échange de cadeaux de la veille de Noël. Les enfants ouvriraient chacun leur cadeau de la part de grand-mère et grand-père, puis les adultes échangeraient les leurs. Paige a commencé, déballant une pile de 12 cadeaux qui comprenaient des vêtements de marque, des bijoux adaptés à une fillette de 9 ans, des livres, des jouets, et une tablette avec un étui en or rose. Oliver a ouvert un butin similaire, riche en équipements sportifs et jeux vidéo. Ma mère s'est tournée vers Wesley. « Oh » dit-elle, et sa voix portait une note de quelque chose que je n'ai pas tout à fait pu identifier. « Laisse-moi voir. » Elle s'est approchée du sapin, s'est penchée, et a déplacé quelques boîtes. Elle s'est redressée, les mains vides. « Claudia » a dit mon père, « où sont les cadeaux de Wesley ?» Elle a pressé ses doigts contre sa tempe. J'ai complètement oublié. Je voulais prendre quelque chose, mais la semaine a été si chargée avec l'organisation du gala. Le silence s'est fait dans la pièce. Miranda a eu la décence d'avoir l'air mal à l'aise, du moins brièvement, avant de reporter son attention sur son téléphone. Quentin a étudié le plafond. Mon père a soupiré, le genre de soupir qui suggérait un léger désagrément plutôt qu'une indignation morale. Le visage de Wesley s'est décomposé, mais il n'a pas pleuré. C'est ça qui m'a anéanti, le fait qu'il n'ait pas pleuré. Il avait déjà appris à ne pas trop attendre de ces gens. Ce n'est pas grave, a-t-il murmuré. Je n'ai besoin de rien. Ma mère a ri, un rire nerveux et gêné. Il est si bon joueur. Je me rattraperai après les fêtes. J'ai regardé mon fils, assis là dans son pull de Noël, celui qu'il avait choisi lui-même parce qu'il y avait un dinosaure avec un bonnet de Père Noël. J'ai regardé le pingouin en cristal, toujours dans son sac cadeau, le présent qu'il avait choisi avec tant de soin pour une grand-mère qui ne pouvait pas prendre la peine de se souvenir qu'il existait. Quelque chose de fondamental a changé en moi. « Wesley » dis-je, en gardant ma voix parfaitement calme, « allons mettre ta veste. » Il a levé les yeux vers moi, confus. « On s'en va ?»« Oui, mon chéri. » On rentre à la maison. Miranda a finalement posé son téléphone. « Lindsay, ne sois pas dramatique. » Maman a dit qu'elle se rattraperait. Je ne lui ai pas répondu. J'ai aidé Wesley à mettre sa veste, la fermant soigneusement, ajustant sa capuche. Garrett avait déjà lu mon expression et rassemblait nos affaires. Ma mère s'est avancée. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Nous n'avons même pas encore dîné. J'ai cuisiné toute la journée. Je me suis redressé et les regardé dans les yeux.
Tu as cuisiné toute la journée, mais tu n'as pas pu passer 5 minutes à acheter un seul cadeau de Noël pour ton petit-fils. Des priorités intéressantes. C'était un oubli, a-t-elle insisté. Ça arrive. 12 cadeaux pour Paige. Au moins autant pour Oliver. 0 pour Wesley. Ce n'est pas un oubli. C'est une déclaration. Mon père est intervenu avec son calme de médecin, la voix qu'il utilisait pour annoncer des diagnostics difficiles. Lindsay, tu exagères. Ta mère est sous un stress énorme avec ses obligations caritatives. Sois indulgente. J'ai failli rire. Wesley, dis au revoir à grand-mère, ai-je dit. Mon fils s'est approché de ma mère et lui a tendu le sac cadeau. J'ai ça pour toi. Joyeux Noël, grand-mère. Elle l'a pris avec une expression que je ne peux décrire que comme irritée. Merci, a-t-elle dit, sans regarder à l'intérieur. Nous sommes partis par la même porte latérale par laquelle nous étions entrés. Personne ne nous a suivis. Personne n'a appelé pour nous demander de rester. L'air froid m'a frappé le visage comme une gifle, et je l'ai accueilli. Garrett n'a rien dit alors que nous marchions vers la voiture. Il n'en avait pas besoin. 15 ans passés ensemble signifiaient qu'il pouvait lire mon silence mieux que la plupart des gens ne peuvent lire des mots. Il a déverrouillé les portes, a aidé Wesley à s'installer dans son rehausseur, et a démarré le moteur sans demander où nous allions. Les lumières de Noël sur la maison de mes parents semblaient presque moqueuses alors que nous nous éloignions ces milliers d'ampoules blanches parfaites, illuminant une maison qui n'avait jamais vraiment accueilli mon fils. Je les ai regardées rapetisser dans le rétroviseur jusqu'à ce que nous tournions au coin de la rue et qu'elles disparaissent complètement. Environ 10 minutes après le début du trajet, mon téléphone a vibré. Un texto de Miranda. Tu es ridicule. Reviens et arrête de faire une scène. J'ai montré l'écran à Garrett. Il a secoué lentement la tête. Elle ne comprend vraiment pas, n'est-ce pas? Miranda n'avait jamais eu besoin de comprendre. Elle avait passé toute sa vie à recevoir la générosité de nos parents, leur attention, leur approbation inconditionnelle. Essayer de lui expliquer mon point de vue, c'était comme essayer de décrire la couleur à quelqu'un qui n'avait vu le monde qu'en saturation vibrante, alors que j'avais vécu en nuances de gris. Un autre texto est arrivé. Maman est contrariée. Papa dit que tu surréagis. J'ai retourné mon téléphone sur mes genoux et j'ai regardé les rues familières de notre quartier d'enfance défiler par la fenêtre. La maison des Henderson avec sa crèche élaborée. Celle des Cohen avec la menorah gonflable qu'ils installent chaque année. La maison victorienne de Madame Patterson avec le traîneau antique sur la pelouse. Toutes ces familles qui célébraient, se rassemblaient, créaient des souvenirs. Quelque part derrière nous, mes parents étaient probablement en train de s'asseoir pour le dîner que ma mère avait passé toute la journée à préparer, trouvant des excuses à Quentin pour notre départ, assurant à Miranda que je finirais par reprendre mes esprits. Le truc, quand on est l'enfant mal aimé, c'est qu'on passe des années à développer une tolérance presque surnaturelle à la déception. On apprend à minimiser ses propres besoins, à célébrer les miettes qu'on reçoit, à se convaincre qu'attendre plus est en quelque sorte cupide ou prétentieux. On devient un expert de l'automanipulation, de la justification de schémas qui seraient évidents pour tout observateur extérieur. Mais voir son propre enfant subir ce même rejet, cet même effacement, ce même message soigneusement calibré qu'il compte tout simplement moins que ses cousins, cela brise tous les mécanismes de défense que vous avez construits. Soudain, toutes ces années de tolérance ressemblent moins à de la maturité qu'à de la complicité. La main de Garrett a trouvé la mienne sur la console centrale. Quoi que tu décides de faire après ça, je suis avec toi. J'ai serré ses doigts, reconnaissante au-delà des mots. Dans la voiture, Wesley est resté silencieux pendant plusieurs kilomètres. Garrett s'est penché en arrière et lui a serré le genou. Finalement, d'une petite voix, mon fils a demandé pourquoi grand-mère ne lui avait rien offert. Je lui ai dit la vérité, de la manière la plus douce possible, parfois, les adultes font des erreurs qui blessent les gens qu'ils aiment. Ce n'était pas juste, et ce n'était pas de ta faute. Tu méritais mieux. Nous nous sommes arrêtés dans une pharmacie ouverte 24 heures sur 24 sur le chemin du retour et avons laissé Wesley choisir les bonbons qu'il voulait. Il a choisi un paquet de dinosaures en gélatine et les a déclarés le meilleur cadeau de Noël de tous les temps. Je suis allé aux toilettes et j'ai pleuré jusqu'à ce que mes yeux soient gonflés. De retour à la maison, Garrett a mis le film préféré de Wesley pendant que je m'occupais de faire du chocolat chaud maison, celui avec du vrai cacao et de l'extrait de vanille, qui prend 20 minutes au lieu de 2. J'avais besoin de faire quelque chose avec mes mains, quelque chose qui demandait de la concentration et de la précision,
quelque chose qui m'empêcherait de prendre mon téléphone et d'envoyer à ma mère les dizaines de messages furieux qui se composaient dans ma tête. Wesley s'est endormi sur le canapé vers 21h, serrant toujours son sac de dinosaures en gélatine. Garrett l'a porté à l'étage pendant que je restais dans la cuisine, à fixer les magnets de réfrigérateur que Wesley avait fabriqués au camp d'été, un dinosaure en céramique de travers, une pierre peinte avec j'aime maman en lettres tremblantes, une photo de nous trois à la plage en août dernier, tous coups de soleil et souriants. Le réfrigérateur de ma mère était couvert d'œuvres d'art de pêche. Je l'avais vu lors de nos visites, la sélection soignée de la production créative d'une petite fille, exposée comme des pièces de musée. Il n'y avait rien de Wesley sur ce réfrigérateur, pas un seul dessin, pas une seule photo, pas un seul souvenir. Comment n'avais-je jamais vraiment remarqué ça avant? Garrett m'a trouvé toujours debout là quand il est redescendu. Il m'a entouré de ses bras par derrière et a posé son menton sur mon épaule. Je n'arrête pas de penser à toutes les fois où je leur ai trouvé des excuses, dis-je. Toutes les fois où je me suis dit que j'étais trop sensible, que j'imaginais des choses, que bien sûr ils aimaient Wesley autant que Paige et Oliver, à leur manière. Tu voulais croire le meilleur de tes parents, dit-il doucement. Je voulais que Wesley ait des grands-parents qui l'adorent. J'ai projeté ce souhait sur des gens qui n'allaient jamais le réaliser. Nous sommes restés là un long moment, la cuisine silencieuse, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur et du son lointain de la musique de Noël d'un voisin. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a finalement demandé Garrett. Je n'avais pas encore de réponse, mais je savais que quelque chose de fondamental avait changé. Un mur porteur interne s'était finalement effondré. Il était impossible de reconstruire la structure qui se tenait auparavant. Cette nuit-là, après que Wesley se soit endormi, je me suis assise dans mon bureau avec un verre de vin et mon ordinateur portable. J'ai cherché les coordonnées de mon avocat spécialisé en succession. Le bureau était fermé, évidemment, mais j'ai envoyé un email marqué urge demandant un appel dès la première heure le lendemain de Noël. Maître Harrison m'a appelé à 8h30 le 26 décembre, le premier jour de réouverture de son bureau après les fêtes. J'ai expliqué ce que je voulais faire, retirer mes parents comme bénéficiaires secondaires de la fiducie de Wesley et les remplacer par ma tante Sylvia, la sœur de mon père, qui avait toujours traité Wesley avec une affection sincère. La modification nécessitait quelques formalités administratives et une notarisation, mais Maître Harrison m'a assuré que cela pourrait être réglé en une semaine. Bien, dis-je. Veuillez procéder immédiatement. 17 minutes après avoir raccroché avec l'avocat, mon téléphone a sonné. C'était mon père. Lindsay, dit-il sans préambule, j'ai besoin que tu vires 4200 € à l'entrepreneur qui s'occupe de la rénovation de la maison d'amis. Ta mère leur a accidentellement donné le mauvais numéro de compte, et maintenant il y a une pénalité pour le retard de paiement. J'ai laissé le silence s'installer entre nous. Lindsay, tu m'as entendu? Je t'ai entendu, ai-je répondu. La réponse est non. Plus de silence, cette fois de sa part. Pardon? Je ne te donne pas d'argent, papa. Tu vaux des millions. Paie tes propres pénalités d'entrepreneur. C'est à propos d'hier soir, dit-il, et je pouvais entendre sa mâchoire se crisper. Tu es toujours contrarié par l'histoire des cadeaux. Elle est histoire des cadeaux. Une façon si stérile de décrire ce qui s'était passé. Je lui ai dit que je n'étais plus contrarié, que j'avais dépassé la contrariété pour atteindre quelque chose de plus froid et de plus permanent. Je lui ai dit que s'ils avaient besoin de 4200 € de leur fille cadette, qu'ils n'avaient jamais soutenue financièrement, ils pouvaient attendre que leurs comptables reviennent de vacances, comme le font les gens riches normaux. L'audace de la demande me stupéfiait encore en y repensant. Mes parents possédaient 3 propriétés en pleine propriété, avaient des portefeuilles d'investissement qui pourraient financer un petit pays, et collectionnaient des œuvres d'art qui prenaient de la valeur plus vite que les comptes de retraite de la plupart des gens. Et pourtant, voilà mon père qui appelait sa fille constamment négligée pour le sortir d'un litige avec un entrepreneur qui représentait pour lui de la menue monnaie. Je comprenais de quoi il s'agissait vraiment, de contrôle. La supposition que, malgré tout, je jouerais encore le rôle de la fille dévouée quand on me le demanderait, que ma colère était un inconvénient temporaire plutôt qu'un changement permanent dans la relation. Ta mère est très contrariée par ce qui s'est passé hier soir, a poursuivi mon père. Elle n'a pas dormi de la nuit. Le moins que tu puisses faire, c'est de répondre à ses appels. Le moins que je puisse faire. J'ai failli rire de cette expression. Le moins que ma mère aurait pu faire, c'était de se souvenir que son petit-fils existait lorsqu'elle achetait des dizaines de cadeaux pour ses autres petits-enfants. Le moins qu'elle aurait pu faire,
c'était de remarquer la peine sur le visage d'un enfant de 7 ans et de ressentir quelque chose qui ressemblait à de la honte. Je ne suis pas intéressé par la gestion de l'état émotionnel de maman, lui ai-je dit. Ce n'est pas ma responsabilité. C'est ta femme, et Wesley est son petit-fils. Ça n'avait pas l'air de beaucoup compter quand elle faisait ses courses. Il m'a raccroché au nez sans un mot de plus. Les appels de ma mère ont commencé vers 16 h cet après-midi-là. Je le sais parce que je regardais mon téléphone pendant que Wesley construisait son musée des dinosaures Lego, le vrai cadeau de Noël qui comptait vraiment. L'écran s'est allumé avec son nom, et j'ai refusé l'appel. Il s'est rallumé. Refusé. Encore. Refusé. À 19 h ce soir-là, le décompte avait atteint 47 appels manqués. Elle a laissé des messages vocaux qui ont progressé à travers un spectre émotionnel que j'ai trouvé presque fascinant dans sa prévisibilité. Les premiers étaient confus et légèrement agacés. Puis sont venus les colériques, exigeant de savoir pourquoi je l'ignorais. Vers le 20e appel, elle est passée au martyr blessé, parlant de tout ce qu'elle avait sacrifié en tant que mère et de la façon dont on la remerciait. La dernière série a viré au menaçant, avec de vagues implications de conséquences si je continuais ce comportement. J'ai écouté exactement un message vocal, le 43e, celui où elle a finalement mentionné la fiducie. Ton père a appelé le bureau de l'avocat des successions, et la réceptionniste lui a dit que tu avais apporté des modifications à certains documents. Que as-tu fait, Lindsay? Que as-tu fait? La panique dans sa voix était indubitable. Pour la première fois dans toute cette épreuve, j'ai entendu une peur sincère plutôt qu'une victimisation jouée. Elle comprenait, enfin, que ce n'était pas un caprice qu'elle pouvait ignorer ou un désaccord qu'elle pouvait aplanir avec une non-excuse. C'était une conséquence avec des dimensions financières, et l'argent était la seule langue que mes parents parlaient vraiment. J'ai sauvegardé ce message vocal. Quelque chose me disait que je pourrais vouloir m'y référer plus tard. Garrett l'a écouté ce soir-là, son expression passant de la curiosité à quelque chose approchant une sombre satisfaction. Elle ne mentionne même pas Wesley, a-t-il observé. Pas une seule fois dans tout ce message. Elle ne s'inquiète pas de ce qui est arrivé à son petit-fils. Elle s'inquiète pour l'argent. Il avait raison. Ces 42 messages précédents contenaient diverses justifications, culpabilisations et menaces, mais pas une seule reconnaissance sincère de la peine de Wesley. Pas une seule phrase qui ressemblait à une véritable excuse pour ce qu'elle avait fait. Le plus proche qu'elle en soit venue fut une mention désinvolte dans le message vocal 17, où elle disait qu'elle se rattraperait auprès du garçon éventuellement, une promesse qui avait tout le poids d'une résolution du nouvel an d'aller à la salle de sport. Le garçon, avait-elle appelé son propre petit-fils? Le garçon. Ce que j'avais fait, c'était de protéger mon fils de gens qui ne le prioriseraient jamais, même pas quand c'était le plus important. Miranda a appelé le lendemain. Elle ne s'est pas embarrassée de politesse. Maman est hystérique, a-t-elle annoncé. Elle pense que tu les as exclus de la fiducie de Wesley. J'ai confirmé que c'était exact. La voix de Miranda est montée d'un ton. Tu ne peux pas faire ça. Cet argent était censé aider à prendre soin de Wesley s'il vous arrivait quelque chose. Il le fera toujours, l'ai-je assuré. Simplement pas par l'intermédiaire de nos parents. Une pause. Alors, qui as-tu nommé à la place? Tante Sylvia. Le rire de Miranda était sec et amer. Tante Sylvia? Elle vit dans un condo de 2 chambres en Arizona. Elle peut à peine prendre soin d'elle-même. Tante Sylvia se souvient de l'anniversaire de Wesley chaque année, dis-je. Elle lui envoie des cartes pour la Saint-Valentin et Pâques, et parfois juste comme ça. Elle a conduit 14 heures l'été dernier pour assister à sa pièce de théâtre de l'école, alors que notre mère n'a pas pu se donner la peine de faire 45 minutes de trajet. Ce n'est pas la même chose que de pouvoir subvenir à ses besoins financièrement. Je n'étais pas d'accord. Le soutien financier ne signifiait rien sans un investissement émotionnel. Nos parents avaient de l'argent, mais aucun intérêt sincère pour Wesley en tant que personne. Tante Sylvia avait des moyens limités, mais un amour illimité. S'il arrivait l'impensable à Garrett et moi, je voulais que notre fils soit élevé par quelqu'un qui le verrait vraiment. Miranda a essayé une approche différente. Tu punis maman et papa pour une seule erreur, un seul jour de fête. Ne penses-tu pas que c'est extrême? Un seul jour de fête. Une seule erreur. Comme si la veille de Noël existait dans le vide. Comme si ce n'était pas l'aboutissement d'années de négligence et de favoritisme. Comme si les centaines de petites coupures qui l'avaient précédé ne comptaient pas.
J'ai parlé à Miranda de la fête d'anniversaire pour les 5 ans de Wesley, que nos parents avaient manqué parce qu'il assistait à un vernissage avec elle. Je lui ai parlé de la fois où notre mère avait promis d'emmener Wesley au zoo, puis avait annulé parce qu'elle avait oublié qu'elle avait programmé un soin du visage. Je lui ai parlé d'avoir trouvé les dessins de maternelle de Wesley dans la poubelle de recyclage de notre mère, froissés et jetés, alors que les bonshommes allumettes de pêche étaient accrochés, encadrés, dans le couloir. Miranda est restée silencieuse pendant tout ce temps. Finalement, elle a dit quelque chose qui m'a montré exactement qui elle était. Peut-être que si tu leur avais donné un petit enfant plus tôt, ils se seraient mieux attachés à Wesley. Paige était la première petite fille. Bien sûr qu'elle est spéciale pour eux. J'ai mis fin à l'appel. Pendant plusieurs jours après, je me suis surprise à repasser les mots de Miranda dans ma tête, la cruauté désinvolte de suggérer que l'âge de Wesley à la naissance justifiait en quelque sorte la négligence de sa grand-mère, l'absence totale d'empathie pour ce que son propre neveu avait vécu, la défense réflexe de nos parents, même lorsque leur comportement était indéfendable. Garrett m'a remarqué, le regard dans le vide un soir, et m'a demandé à quoi je pensais. J'essaie de me souvenir si Miranda a toujours été comme ça, ai-je admis, ou si je ne pouvais simplement pas le voir clairement jusqu'à maintenant. Il a sérieusement réfléchi à la question, ce qui était l'une des choses que j'aimais le plus chez lui. Garrett ne rejetait jamais mes pensées comme étant de la suranalyse ou du ressassement du passé. Je pense qu'elle a toujours été comme ça, a-t-il finalement dit. Mais quand tu es au milieu de quelque chose, c'est difficile d'en voir la forme. Tu as besoin de distance pour reconnaître le schéma. Le schéma. C'était exactement ça. Des incidents individuels pouvaient être expliqués, rationalisés, pardonnés. Mais le schéma racontait une histoire qui ne pouvait être mal interprétée. Quand Miranda s'est mariée, j'avais passé 3 mois à l'aider à planifier les détails de la réception, parce que notre mère prétendait être trop débordée. Quand je me suis marié, Miranda a assisté à la cérémonie mais est partie avant la réception, prétextant un vol tôt le lendemain matin, qui, j'ai appris plus tard, n'existait pas. Quand Paige est née, j'avais conduit 2 heures jusqu'à l'hôpital avec une voiture pleine de cadeaux et de repas que j'avais préparés. Quand Wesley est né, Miranda a envoyé un SMS 4 jours plus tard, demandant si tout s'était bien passé. Le schéma était constant, et sa constance était accablante. J'ai commencé à tenir un journal pendant cette période, quelque chose que je n'avais pas fait depuis l'université. Écrire m'a aidé à traiter les émotions qui semblaient trop grandes pour être contenues, m'a aidé à voir mes propres pensées plus clairement une fois qu'elles existaient en dehors de ma tête. Une entrée de début janvier dit, j'ai toujours pensé que le problème était que je n'étais pas assez bien. Maintenant, je réalise que le problème était que je n'arrêtais pas d'essayer d'être assez bien pour des gens qui avaient déjà décidé que je ne l'étais pas. Le harcèlement a continué pendant des jours. Ma mère a essayé d'appeler depuis différents numéros quand elle a réalisé que j'avais bloqué le sien. Elle a envoyé des emails qui alternaient entre manipulation émotionnelle et menaces légales. Mon père a laissé un message vocal froid, m'informant qu'ils allaient consulter leur avocat au sujet de la modification de la fiducie, bien que nous sachions tous deux qu'ils n'avaient aucune base légale pour contester mes décisions concernant ma propre succession. Ce qui a finalement débloqué la situation, c'est tante Sylvia. Elle m'a appelé le jour de l'an, sa voix douce à l'accent de l'Arizona, familière et apaisante. Elle m'a dit que mon père l'avait appelée, furieux, exigeant qu'elle refuse la désignation de bénéficiaire. Elle m'a demandé si je voulais lui raconter ce qui se passait. Je lui ai tout raconté, le désastre de la veille de Noël, l'avis de favoritisme, les 47 appels, les menaces légales. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle a soupiré. Ton père et Claudia ont toujours été comme ça, ma chérie. C'est pour ça que j'ai déménagé à plus de 3000 km. Elle m'a expliqué des choses que je n'avais jamais su sur la relation de mon père avec sa famille. Comment il avait épousé ma mère, en partie pour l'argent de sa famille. Comment son influence l'avait progressivement transformé en quelqu'un que ses propres parents reconnaissaient à peine. Comment tante Sylvia avait essayé pendant des années de maintenir un lien avec nous, avant de finalement accepter que ma mère trouverait toujours des moyens d'interférer. Je t'ai nommé bénéficiaire parce que tu es le seul membre de la famille qui a toujours été là pour Wesley, lui ai-je dit. J'ai confiance en toi pour l'élever avec amour. Si nous ne le pouvons pas, je le ferai, dit-elle simplement, sans poser de questions. Mais ma chérie, j'espère que je n'aurai jamais à le faire. Janvier a apporté un développement inattendu. La sœur de ma mère, tante Paula, m'a contacté via Facebook Messenger. Nous n'avions jamais été proches, car elle vivait à l'étranger et venait rarement en visite, mais elle avait entendu par les canaux familiaux ce qui s'était passé.
Son message était bref, ta grand-mère, Rose, t'a laissé quelque chose dans sa succession que ta mère retient. Contacte-moi si tu veux en savoir plus. Je l'ai appelé immédiatement. Selon tante Paula, ma grand-mère maternelle, Rose, décédée quand j'avais 18 ans, m'avait spécifiquement désigné certains objets dans son testament, une bague en saphir qui était dans la famille depuis des générations, un petit compte d'investissement qui avait atteint environ 60 000 €, et une collection de livres en édition originale que ma grand-mère savait que j'aimais. Ma mère avait dit à l'exécuteur testamentaire qu'elle distribuerait elle-même ces objets. Elle ne l'a jamais fait. J'ai demandé à tante Paula pourquoi elle me disait ça maintenant. Parce que j'ai vu comment ta mère traite ton fils, a-t-elle dit. Lors des réunions de famille, la façon dont elle l'ignore tout en s'extasiant sur les enfants de Miranda. Ça m'a rappelé comment elle te traitait quand tu étais petite, et je suis restée silencieuse à l'époque parce que je pensais que ce n'était pas ma place. Je regrette ce silence. J'ai engagé un avocat spécialisé dans les litiges de succession. Le processus prendrait du temps, mais tante Paula a accepté de fournir une déclaration confirmant ce qu'elle savait des volontés de ma grand-mère. Février a porté un autre coup au récit de victimisation de mes parents. L'entreprise de Garrett a organisé un gala de charité, et nous y avons assisté avec plusieurs familles locales importantes. L'une d'elles était la famille Henderson, dont la matriarche siégeait au même conseil d'administration d'une association à but non lucratif que ma mère. Madame Henderson m'a approché pendant le cocktail, son expression sympathique. J'ai entendu ce qui s'est passé à Noël, a-t-elle dit à voix basse. Pour ce que ça vaut, votre mère a raconté au conseil une version très différente des événements. Elle a dit que vous étiez parti en trompe parce que Wesley n'avait pas eu un jouet spécifique qu'il voulait. Que vous aviez toujours été jalouse de votre sœur et que vous cherchiez des raisons de créer des drames. Je l'ai remerciée de me l'avoir dit et lui ai demandé ce qu'elle croyait. Je crois au schéma plutôt qu'aux protestations, a-t-elle répondu. Je connais votre mère depuis 15 ans. J'ai vu comment elle parle de ses petits-enfants. Les deux de Miranda sont constamment mentionnés. Je ne savais même pas qu'elle avait un troisième petit-enfant jusqu'à récemment. Cette conversation a clarifié quelque chose d'important. Ma mère ne manquait pas seulement à ses devoirs envers Wesley en privé, elle l'effaçait activement en public, construisant un récit où il existait à peine. J'ai commencé à tout documenter après ça, email, texto, messages vocaux, la chronologie des événements. Je ne savais pas à quoi cela me servirait, mais quelque chose me disait de garder des archives. Mon amie Nathalie, que je connaissais depuis mes études supérieures, m'a emmené déjeuner pendant cette période. Elle était l'une des rares personnes en dehors de ma famille immédiate à connaître toute l'histoire, et sa perspective, en tant que personne ayant une relation parentale saine, était inestimable. Puis-je être honnête avec toi ? A-t-elle demandé autour de salade à notre endroit habituel. S'il te plaît. Je t'ai vu interagir avec tes parents pendant plus d'une décennie. Chaque fête, chaque événement familial, tu reviens en ayant l'air diminué, comme s'ils t'avaient enlevé des morceaux qui mettent des semaines à repousser. Je n'avais pas réalisé que c'était si visible. La pensée était à la fois validante et mortifiante. Nathalie a poursuivi, ce qui s'est passé à Noël était terrible, mais ce n'était pas surprenant. Pas pour quiconque a prêté attention. La surprise, c'est que tu as enfin fait quelque chose à ce sujet. Elle avait raison. Le seul élément choquant de toute cette situation était ma propre réaction. Pendant 34 ans, j'avais absorbé le favoritisme, la négligence, le message constant que j'existais à un niveau d'importance inférieur à celui de ma sœur. Sortir de cette réunion de la veille de Noël était la première fois que je refusais de participer à ma propre marginalisation. Pourquoi a-t-il fallu si longtemps, me suis-je demandé à voix haute. Parce que ce sont tes parents, a dit simplement Nathalie. Parce que nous sommes tous conditionnés à croire que les liens familiaux transcendent le comportement, que les parents méritent intrinsèquement le respect et l'accès, peu importe la façon dont ils nous traitent. Désapprendre ce conditionnement prend du temps. Parfois, il faut un catalyseur. Wesley avait été mon catalyseur. Le voir vivre ce que j'avais vécu, voir l'histoire se préparer à se répéter avec une nouvelle génération, avait finalement brisé le déni que j'avais maintenu pendant des décennies. Mars a apporté des funérailles familiales. Un grand-oncle du côté de mon père est décédé à 93 ans, et la présence de toutes les branches de la famille était attendue. J'ai envisagé de ne pas y aller, mais tante Sylvia m'a convaincu que me cacher ne ferait qu'alimenter le récit de victime de ma mère. Les funérailles ont été la première fois que j'ai vu mes parents depuis la veille de Noël. Ma mère avait l'air plus mince, le visage tiré.
Elle a fait tout un cinéma en m'embrassant devant les parents, une performance de réconciliation que j'ai endurée sans rendre la pression. Nous devons parler, m'a-t-elle murmuré à l'oreille. Ça a assez duré. J'ai reculé. Ce n'est pas le lieu. Elle m'a attrapé le poignet, ses doigts serrés. Tu m'as humilié. Les gens posent des questions sur les tensions dans la famille. Tu dois arranger ça. J'ai retiré sa main. Je ne suis pas celle qui a créé la tension. Je suis juste celle qui a cessé de prétendre qu'elle n'existait pas. La réception qui a suivi était inconfortable mais gérable. Je suis resté près de tante Sylvia et des parents qui connaissaient et aimaient vraiment Wesley. Ma mère tenait salon de l'autre côté de la pièce, me lançant de temps en temps des regards que j'imaginais destinés à m'intimider. Mon père m'a approché vers la fin de la soirée. Ta mère ne dort plus, a-t-il dit. Elle prend des médicaments pour l'anxiété. Es-tu satisfaite? Je n'ai rien ressenti en entendant cela. Pas de culpabilité, pas de sympathie, même pas de satisfaction, juste un vide émotionnel immense là où se trouvait autrefois l'obligation familiale. La santé mentale de maman n'est pas ma responsabilité, ai-je répondu. La façon dont elle a traité mon fils était un choix qu'elle a fait. Ses conséquences sont le résultat direct de ses choix. Il a secoué la tête. Tu es devenu quelqu'un que je ne reconnais pas, peut-être que je suis juste devenu quelqu'un qui se reconnaît enfin elle-même. Je suis parti avant qu'il ne puisse répondre, rejoignant Gareth près de la table des desserts. Mes mains tremblaient légèrement, les séquelles d'une adrénaline qui ne s'était pas encore tout à fait dissipée. C'était intense, a murmuré Gareth. Ça va? Mieux que bien. J'ai l'impression de venir de passer un test que je ne savais même pas que je passais. Tante Sylvia est apparue à mon coude, me tendant un verre d'eau. Elle avait été témoin de l'échange de l'autre côté de la pièce, et son expression était fière plutôt qu'inquiète. Ton père avait l'air d'avoir avalé un citron, a-t-elle observé. Je ne pense pas que quelqu'un lui ait tenu tête depuis des décennies. Quelqu'un aurait dû commencer plus tôt. Nous trois avons trouvé un coin tranquille et avons passé le reste de la réception à discuter des plans pour l'été et de la dernière phase de Dinosaures de Wesley. C'était exactement le genre d'interaction familiale que j'avais toujours désiré, chaleureuse, authentique, axée sur la connexion plutôt que sur la performance. Quand nous avons quitté les funérailles, ma mère se tenait près de la sortie, clairement positionnée pour nous intercepter. Ses yeux étaient rougis, soit par le chagrin, soit par la frustration, soit par une combinaison des deux. Lindsay, nous devons résoudre cette situation, a-t-elle dit. La famille commence à parler. Bien sûr que la famille parlait. C'était sa principale préoccupation. Pas la relation endommagée ou le petit-fils blessé, mais les implications sociales d'un conflit visible. J'ai marqué une pause, j'ai soigneusement pesé mes mots, et j'ai parlé assez fort pour que plusieurs parents à proximité puissent entendre. Tu as raison, maman. La famille parle. Ils se demandent pourquoi tu as oublié ton plus jeune petit-fils à Noël. Ils se demandent pourquoi tu as assisté à 12 des spectacles de danse de Page, mais à aucun des événements scolaires de Wesley. Ils sont curieux de savoir pourquoi tu as passé 47 appels pour exiger que j'annule une décision financière plutôt que de t'excuser pour ce que tu as fait. Son visage a pâli. Les parents à proximité avaient interrompu leur propre conversation, leur attention attirée par la tension qui rayonnait entre nous. Ce n'est pas l'endroit, a-t-elle sifflé. C'est toi qui as choisi l'endroit en me tendant une embuscade à des funérailles. Je ne fais que répondre à ta question sur les raisons pour lesquelles la famille parle. Je suis passé devant elle sans attendre de réponse. Gareth m'a emboîté le pas, sa main chaude dans le creux de mon dos. Dans la voiture, j'ai expiré un souffle que je n'avais pas réalisé que je retenais. Comment te sens-tu? A demandé Gareth. Comme si je venais de me débarrasser d'une peau que je portais depuis 30 ans. Avril a apporté une résolution au litige de succession. La bague de ma grand-mère, le compte d'investissement et les livres en édition originale ont été légalement transférés en ma possession. Le compte avait atteint 67 000 € avec les intérêts. J'ai mis l'argent directement dans le fonds d'éducation de Wesley. Quand ma mère a appris cela, elle a envoyé une lettre du courrier physique m'accusant de voler des héritages familiaux. L'ironie lui a apparemment échappé, elle qui avait été celle qui volait pendant 16 ans. J'ai encadré la lettre. Elle est maintenant accrochée dans mon bureau, comme un rappel. La bague en saphir allait parfaitement à mon doigt, comme si ma grand-mère avait connu ma taille exacte. Je l'ai portée au travail la semaine où je l'ai reçue, et plusieurs collègues ont commenté sa beauté. Chaque compliment était comme une petite victoire,
un symbole tangible de réclamation. Les livres en édition originale occupent maintenant une étagère spéciale dans notre salon, protégée par des portes en verre, mais assez visibles pour que je les voie tous les jours. Wesley adore les regarder, fasciné par l'idée que ces vieux livres appartenaient à son arrière-grand-mère. Un soir, Wesley a demandé pourquoi grand-mère Claudia ne lui montrait jamais d'objets spéciaux de son enfance. Je n'avais pas de bonne réponse. La vérité était que ma mère avait beaucoup d'héritages familiaux, de photographies et d'histoires qu'elle aurait pu partager avec Wesley si elle avait été intéressée par la construction de ce genre de relation. Elle avait simplement choisi de ne pas le faire. Certains grands-parents sont meilleurs pour partager que d'autres, lui ai-je dit. Mais l'arrière-grand-mère Rose aurait adoré lire ses livres avec toi. Il a semblé satisfait de cette explication, traçant les lettres dorées sur une reliure d'un doigt prudent. Garrett a observé cet échange depuis l'embrasure de la porte, son expression douce. Plus tard dans la nuit, il m'a dit que me voir reconstruire le récit de notre famille, centré sur des personnes qui méritaient vraiment d'en faire partie, était l'une des choses les plus puissantes qu'il ait jamais vues. Je ne reconstruis rien, ai-je répondu. Je vois juste enfin clairement. Mais a apporté une tentative de réconciliation inattendue. Mon père s'est présenté à mon bureau sans prévenir, attendant dans le hall quand je suis revenu d'un déjeuner. La réceptionniste avait l'air mal à l'aise, ne sachant pas s'il fallait le traiter comme un visiteur bienvenu ou un intrus. « J'ai besoin de 15 minutes, a-t-il dit. C'est tout ce que je demande. Je l'ai conduit dans une petite salle de conférence, choisissant un environnement professionnel plutôt que de l'inviter dans un lieu personnel. Quoi qu'il veuille dire, je préférais l'entendre avec la barrière psychologique d'un cadre d'entreprise entre nous. « Wesley manque à ta mère, a-t-il commencé. J'ai attendu la suite. Et nous aimerions le revoir, a-t-il ajouté. Nous sommes prêts à admettre que des erreurs ont été commises à Noël. Des erreurs ont été commises. La voix passive, l'évitement prudent de toute responsabilité spécifique. Mon père avait toujours été doué pour formuler des déclarations qui sonnaient comme des excuses sans jamais s'excuser de quoi que ce soit. J'ai exposé ce qu'une réconciliation exigerait, une reconnaissance sincère du favoritisme qui avait existé pendant des années, pas seulement un incident isolé, un traitement égal de tous les petits-enfants à l'avenir, documenté et mesurable, des excuses à Wesley lui-même, pas seulement à moi, et une thérapie pour aborder les schémas qui avaient créé la situation. L'expression de mon père s'est durcie pendant que je parlais. Chaque exigence semblait atterrir comme une insulte plutôt qu'une condition raisonnable. « Tu nous demandes de changer qui nous sommes, a-t-il dit. Non, ai-je répondu. Je vous demande de traiter votre petit-fils comme s'il comptait. Si cela nécessite de changer qui vous êtes, cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. » Il est parti sans rien accepter. Je ne m'attendais pas à avoir de ces nouvelles, et j'avais raison. Nous sommes maintenant en juin, 6 mois après la veille de Noël, 6 mois depuis que j'ai vu le visage de mon fils se décomposer dans ce salon scintillant. 6 mois depuis que j'ai cessé de prétendre que le dysfonctionnement de ma famille était quelque chose que je devais accepter. Wesley s'épanouit. Son enseignante de 2e année rapporte qu'il est gentil, curieux et bien adapté. Il pose parfois des questions sur ses grands-parents, et je réponds honnêtement, de manière adaptée à son âge, ils ont fait des choix qui m'ont blessé, alors nous passons moins de temps avec eux. C'est quelque chose que les adultes doivent régler. Garrett et moi envisageons de déménager. Pas loin, juste assez pour établir une certaine distance géographique, pour rendre les rencontres accidentelles et les chevauchements sociaux moins probables. Nous avons trouvé une maison que nous aimons dans une ville voisine, avec d'excellentes écoles et un jardin assez grand pour le chien que Wesley demande. Tante Sylvia vient nous rendre visite le mois prochain. Elle veut emmener Wesley au musée d'histoire naturelle pour lui montrer les fossiles de dinosaures qu'elle sait qu'il adore. Elle a appelé la semaine dernière juste pour prendre des nouvelles de sa saison de football, écoutant pendant 20 minutes pendant qu'il décrivait chaque but et chaque occasion manquée avec force détail. Mes parents n'ont pas cherché à me contacter directement depuis plusieurs semaines. J'entends par des parents qu'ils racontent aux gens que j'ai eu une sorte de dépression nerveuse, que je les prive de leur petit-fils par dépit. Le récit ne me dérange plus. Les gens qui comptent connaissent la vérité. J'avais l'habitude de penser que la famille signifiait le pardon automatique, qu'un lien de sang exigeait des secondes chances infinies, quel que soit le comportement. La veille de Noël m'a appris le contraire. La famille, ce sont les gens qui sont présents, qui se souviennent, qui font de la place dans leur vie pour les personnes qu'ils prétendent aimer. Selon cette définition, ma famille est devenue plus petite, mais infiniment plus significative. La semaine dernière,
Wesley m'a demandé s'il avait fait quelque chose de mal pour que grand-mère l'oublie. Je l'ai serré fort contre moi et je lui ai dit qu'absolument rien dans cette situation n'était de sa faute. Que parfois, les adultes font des erreurs qui disent tout d'eux et rien des enfants qu'ils blessent. Qu'il est aimé complètement et sans condition par les personnes qui comptent vraiment. Il a semblé satisfait de cette réponse. Puis il a demandé si nous pouvions faire des cookies aux pépites de chocolat, et nous avons passé l'après-midi couverts de farine, en riant. Certaines relations ne peuvent pas survivre à l'honnêteté. Certains liens ne persistent que lorsqu'une partie accepte d'absorber un mal illimité sans objection. Quand j'ai zippé la veste de Wesley et que je suis sorti de la maison de mes parents la veille de Noël, j'ai cessé d'accepter ces conditions. 47 appels manqués, des mois de harcèlement, des menaces légales, de la manipulation sociale, rien de tout cela n'a changé la réalité fondamentale que ma mère, face à une montagne de cadeaux pour ses petits-enfants préférés, n'a pas pu trouver la décence la plus élémentaire d'y inclure mon fils. La modification de la fiducie est maintenue. L'héritage a été récupéré. Les limites sont fermes. Et Wesley, mon doux Wesley, avec son obsession des dinosaures et son cœur tendre, grandira en sachant exactement à quoi cela ressemble quand quelqu'un choisit de le protéger. C'est la fin que j'écris pour notre histoire. Ma mère peut écrire la fiction qu'elle préfère pour la sienne.